Bonjour Florian Denisson. Alors oui, Machination, c'est l'histoire de ces 5 personnes qui reçoivent un courrier un peu mystérieux qui les amène à se rendre dans une île. Enfin, c'est d'abord une ville de Bretagne. Ils savent pas vraiment ce qu'ils vont y faire. Ils sont censés recevoir peut-être un substantiel héritage d'un ancêtre dont l'anonymat est vraiment, dont le secret est vraiment gardé, quoi. Et ils se retrouvent là à Paimpol, je sais pas si tu connais, en Bretagne, et ils sont emmenés vers l'île de Saint-Rion. Et c'est pas du tout ce qui va se passer. Voilà. Oui, voilà. Ce que je peux dire, c'est que le gros problème qui leur arrive, c'est que très vite, le seul moyen de transport hors de l'île brûle, donc ils sont arrivés en bateau, brûle devant leurs yeux. Et voilà, la suite, je veux pas spoiler comme on dit, mais voilà, ils sont enfermés sur cette Sur île. cette île, ils sont Donc, bloqués. donc c'est très Deep Nègre, Agatha Christie, c'est normal, c'est voulu, c'est un hommage, parce que Oui, moi c'est ce que j'allais dire. C'est comme ça je que suis je l'ai. complètement fan d'Agatha Christie, mais après ça l'hommage s'arrête Oui, assez rapidement, on oui, comprend oui, vite tout qu'il à n'y fait, tout a à pas que fait. ça. C'est tout à fait ça. Je l'ai compris comme ça en le lisant parce que je ne m'y attendais pas. Parce que quand on voit Machination, c'est pas ce qu'on imagine en fait, comme roman. Et donc, dès qu'il y a eu la lettre du notaire, l'héritage et l'île, bon, je me suis dit, oh, c'est un très joli hommage à Agatha Christie. Puis après, Ouais, tu pars dans des voies complètement. D'ailleurs, voilà. je ne vais pas Oh, spoiler non oui, plus. Non, non. voilà, on va pas spoiler, mais Moi, j'ai failli dire voilà. des trucs. Non, non, voilà. Donc, bonjour Sébastien Théveny. Je suis très très heureuse de te recevoir dans mon petit salon littéraire là que je m'offre tous les mois. Ton roman, tu retiens l'épanchement trop qui serait indécent et puis finalement ça fait quelque chose qui donne envie de pleurer. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit pitch parce que là j'en ai dit beaucoup mais j'ai pas dévoilé le sujet. Une phrase pour présenter ce Ouais. roman. Alors, en fait, c'est l'histoire de Jules, un adolescent de 13 ans qui donc est atteint de mucoviscidose. Donc, effectivement, là, on touche à une thématique assez forte. Et ce petit gamin là, il est plein d'optimisme, il est plein de vie en fin de compte. Et il a une envie. Ça commence comme ça dans le prologue. Il regarde jouer Federer à la télévision à Wimbledon. Et il se fait la promesse d'aller voir son idole tennistique l'année suivante dans son jardin de Wimbledon. Donc il décide son père de l'y emmener. Et en plus de ça, il se fixe un défi physique, sportif, puisqu'il veut se prouver qu'il est capable d'aller depuis Béthune, où il vit, jusqu'à Londres, et ce, en vélo. Donc voilà, ils vont partir, c'est un road trip en fait, cette histoire, entre le père et le fils, qui vont s'en aller tous les deux sur les routes, en tandem, bien sûr, pour essayer de rencontrer Federer. Donc, comme tu disais tout à l'heure, alors il peut y avoir quelques larmes qui arrivent. Moi, j'avoue que je n'arrive pas à pleurer, ni quand je lis, ni quand j'écris. J'ai certains auteurs qui disent, oh, quand j'ai écrit cette scène, j'en pleurais, etc. Moi, effectivement, j'y arrive pas, je suis dans la retenue. Et de toute façon, ce que j'ai voulu faire ressortir dans ce roman, c'est pas justement, tu parlais de mélo tout à l'heure, c'est pas vrai, c'est pas ça. J'ai vraiment essayé d'avoir cette pudeur et je voulais pas tomber dans le pathos. Ce que retiennent les lecteurs, ce que j'ai voulu faire passer, c'est le côté positif, optimiste de ce gamin, donc qui est d'ailleurs contenu dans le titre, 8 minutes de soleil en plus. Il y a ce côté euh, lumineux, solaire, qui caractérise vraiment le personnage de Jules. Donc voilà, les gens ont retenu ça, effectivement, cet optimisme. En fait, c'est quand tu dis qu'il est courageux, voilà, c'est là, c'est quand tu appuies sur le côté positif de cet enfant que les larmes viennent. C'est pas, voilà, c'est compliqué. Ah bon, après, je suis peut-être pas, mais je pense que ça doit le faire sur beaucoup de personnes. Je suis pas la seule, j'imagine. Bonjour Brigitte le chanteur. Bonjour Alice. Quand mon père est mort, j'ai pris ces cassettes qui étaient sur son bureau et que, en tant qu'avocat, il dictait à sa secrétaire.
Je les ai prises et 15 ans plus tard, j'ai eu très envie de les réécouter. J'ai mis la mini-cassette et j'ai entendu, dans l'affaire qui nous lie aux mutuelles belges associées, Michel, je t'aime, mon amour. Je dis, attends, c'est quoi ce truc? J'ai remis la cassette et j'ai réentendu, Michel, je t'aime, mon amour, tu me manques. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que mon père dictait à sa secrétaire, mais qui est cette secrétaire? Et donc, moi, j'ai déjà entendu ça, mais c'est mon héroïne, Patricia, qui l'a entendu. Et donc, Super pitch. elle part à la recherche de son père, et enfin de qui était son père, de cette femme, cette Michel. Elle remonte le fil d'Ariane, elle interroge sa sœur, elle retrouve des gens qu'elle a connus mais qu'elle n'a plus vus depuis très longtemps. Elle remonte le fil et voilà, elle va aller jusqu'en Équateur, en Grèce, elle va passer par la Belgique aussi et elle finira par résoudre cette énigme familiale. Voilà. Super. Bon alors donc ça c'est celui qui a eu qui a été finaliste pour les plumes francophones. Et puis donc le deuxième que tu as écrit s'appelle Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Alors oui. Vas-y. Alors Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Mon héroïne s'appelle Raphaël. Elle a 33 ans et elle décède brutalement en 5 minutes dans son bain d'une crise cardiaque. Elle laisse derrière elle un mari inconsolable et 2 enfants, Juliette qui a 9 ans et Fabien qui en a 6. Fabien est un petit garçon extrêmement introverti qui a besoin encore beaucoup de sa mère et Raphaël l'a toujours porté à bout de bras. Elle va transcender la mort parce qu'elle sent qu'elle n'a pas fini sa mission sur Terre avec cet enfant. Et elle va décider de rester accrochée dans l'entremonde pour arriver à guérir son fils. Et Stop. Voilà. Génial. Voilà. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Philippe Simbert, que vous connaissez tous. Ah oui, tu sais, le pitch est assez simple. Bon, c'est 2 frères et leur père qui héritent d'un domaine. Malheureusement, ils n'ont pas l'argent pour payer les droits de succession et ils vont devoir vendre le domaine. Mais il y a une clause suspensive pour la vente. Ils sont obligés de vendre le domaine avec 4 animaux qui sont présents dans le domaine et ce sont des animaux plus ou moins caractériels et impossible à vivre. Donc alors ça va être une succession de gags, de situations épouvantables, d'acheteurs délirants, de familles déjantées, d'animaux en folie, tu vois. Donc longue sera la route pour le Valhalla, pour vendre le domaine. Voilà. Voilà, ben parfait, le pitch était parfait. Bonjour Charlotte Munich. Bonjour Alice. Alors, tes 2 séries, il y en a une qui s'appelle Sorcière et chasseur. Il y a 4 tomes, Convoitise, Harmonie, Silence et Prospérité. Et pour rassurer le lecteur, j'explique, c'est pas ça, c'est des mots qui ont l'air très très sérieux, etc. Mais en fait, ce sont les noms de grimoires à chaque fois, d'un grimoire qui joue un rôle dans ce tome. C'est toujours le même personnage qu'on suit sur les 4 tomes, une sorcière qui s'appelle Leila. Elle a hérité le pouvoir maléfique, la pauvre. Elle les foudroie. Et en plus, le problème, c'est que c'est de plus en plus marqué comme phénomène. C'est comme un débordement hormonal, tu vois. Elle est envahie par sa magie et c'est de la magie noire. Et donc, elle essaie de vendre ses services. Tu vois, elle est à Paris, donc aux ambitieux parisiens, aux gens qui tueraient père et mère pour réussir et tout. Donc, elle leur vend des sorts. Elle va éplucher le journal pour trouver les pires monstres du quotidien et leur vendre des sorts de magie noire. Mais elle n'arrive plus à suivre. Il y en a de plus en plus et ça déborde complètement. Et en fait, ça vient de là, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, les sorcières, elles ont des chasseurs aux trousses qui veulent les dévorer pour s'approprier leur magie et pour les anéantir parce qu'en fait, le siège de leur magie, c'est leur foi. Parce qu'il y a un petit côté cannibale, donc comme tu disais, c'est un peu noir. Et oui, parce qu'ils font peur, les chasseurs, je le dis tout de suite. On en rigole là en parlant, mais ils font très très peur. Ils torturent, ils sont méchants, ils sont horribles, ils sont fanatiques. Ouais, non, mais il y a un vrai problème dans la magie en fait, parce que non seulement ces chasseurs leur courent après pour les dévorer, pour les tuer,
Et donc la seule manière de s'en sortir, c'est de tuer le chasseur. Mais en plus, c'est les seules personnes avec qui elles peuvent se reproduire. Si elles veulent faire un môme, il faut qu'elles séduisent le mec qui a été envoyé pour les buter. Donc il y a vraiment un problème dans ce monde. Il y a la magie, il y a quelque chose qui s'est passé dans la magie il y a très longtemps et qui les a tous précipités dans un cercle vicieux. Ne nous dis pas tout, hein. Non, je dis pas tout, c'est l'histoire de la série. Voilà, bonjour Lou Vernet. Bonjour Alice. Ces 3 récits sont réunis parce que toucher l'instant, c'est cet instant dans une vie où on fait un choix. Et alors, où ce choix nous emmène vers la lumière et on s'en sort, ou ce choix nous fait basculer dans la noirceur, ou peut-être ce choix nous laisse une perspective, mais il est dans le gris comme l'est souvent la vie, quoi. Voilà. Donc, ces 3 textes, ils sont presque indissociables en soi. Et en même temps, je les ai écrits à 3 époques différentes. Donc, il y a le premier de mes textes, qui s'appelle En t'attendant, le premier texte, voilà, qui est un amour fantasmé qui ne mène à rien, ou peut-être, on ne sait pas, en tout cas qui permet de faire un choix en conscience à la fin de l'histoire et de choisir un nouveau chemin de vie. Le second texte qui est La femme enfant, c'est un texte plus noir, donc qui permet aussi de visiter mon écriture dans le noir, qui est un texte avec un rebondissement qui donne, il faut aller jusqu'au bout et on peut pas spoiler. Ah oui. Donc c'est un texte qui montre juste la façon, le choix noir en fait. Si on fait un choix et que ça va pas, et voilà où on arrive. Mais je rassure ceux qui nous écoutent, le fait que tu dises que c'est un choix noir ne spolie pas du tout ce fameux rebondissement dont on parle. Hein, donc, pas du tout, puisque toute l'histoire l'est, c'est une histoire assez trash quand même. Donc le ton est comme ça. Après, la fin, pas forcément. Ça dépend comment on l'entend et comment on voit la perspective derrière. À chaque fois, il y a une fin qui laisse le lecteur choisir de toute façon ce qu'il veut faire de cette fin. C'est une fin qui est posée, mais en même temps, chacun verra ce qu'il veut selon il voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, en fait. Oui. Et ne m'oublie pas, c'est un texte plus général, plus dans la vie. Il est moins noir ou blanc. Il est plus dans le gris et voilà, il est sur un vrai parcours, une vraie transformation d'un personnage qui doit faire un choix et qui s'explique sur tous les choix auparavant qui l'amènent à ce choix définitif. Oui. Bonjour Shani Brooks. Bonjour Alice Queen. Si tu devais faire un pitch, allez, devant t'as 15 secondes. Oups. C'est l'histoire d'une jeune femme, fan de Star Wars et qui croit qu'on n'a pas besoin des hommes. Et donc elle a une start-up dans la chimie et tout va bien pour elle jusqu'au moment où sa start-up se retrouve en faillite. Et là, elle retrouve un ancien camarade de lycée, Tomasi, qui lui a fait fortune dans le jeu vidéo et qui accepte de lui prêter de l'argent contre un petit contrat entre amis. Voilà, ils ont toute une histoire non terminée entre eux depuis le lycée et voilà, ils se retrouvent à ce moment-là et on va suivre un peu l'évolution de ces personnages qui ont chacun leur propre, on va dire leur propre problème d'attachement. Donc elle pense qu'elle n'a pas besoin des hommes, lui il veut pas s'engager et à travers leur péripéties, lui doit sauver son studio, elle doit sauver sa start-up, on est quand même un peu dans le monde du travail. Et puis leurs histoires geeks, faut savoir que donc Jessica est fan de Star Wars, lui il est fan du Seigneur des Anneaux, donc des fois ça clash un peu. Et donc on suit vraiment la progression des personnages dans leur vie, dans leur tête. Elle est plutôt science-fiction et lui, il est plutôt fantasy, en fait, c'est ça. C'est ça. Oui, voilà. Oui, en il est un peu plus olé, elle est très terre à terre. Oui, puis elle, elle veut être vraiment, elle est toujours très très bien habillée, etc. Alors que lui, il porte des sandales vraiment improbables. Des choses. Il s'habille vraiment n'importe comment. Non, on va casser le personnage. Il a surtout des t-shirts geeks. Voilà. Oui, entre autres. Bonjour Aurélie Valogne. Bonjour Alice. Oui, donc ça parle de Bernard et Brigitte. Donc c'est un couple, ça fait 40 ans qu'ils
sont ensemble. Et Brigitte est à la retraite, elle est épanouie comme jamais, elle peut enfin s'occuper de ses petits-enfants, elle a des activités à côté, donc pour elle tout va bien, jusqu'au drame, l'arrivée de son mari à la retraite, Bernard, parce que lui effectivement n'a pas choisi de prendre sa retraite, et pour la première fois de sa vie, cet acharné de travail se retrouve complètement démuni, ne sait pas quoi faire, et il va devoir se poser la question de en fait qu'est-ce qu'il veut vraiment dans sa vie, quelles sont ses priorités, comment occuper tout ce temps libre, quelle est sa nouvelle utilité sociale. Et il va finalement se rapprocher de plus en plus de sa famille, son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants. Il a loupé un peu pendant toutes ces années son fils qu'il n'a pas vu grandir, et il va essayer de rattraper le temps perdu. Et oui. Et donc, oui, vas-y. Et donc, oui, effectivement, les thèmes de ce roman sont... Alors, on pourrait croire en première couche la retraite. En fait, ça parle surtout de changement de vie. Comment on se retrouve soi-même quand on se retrouve au chômage, quand on décide de démissionner, qu'on ait 60 ans, 30 ans, ou qu'on est encore plus jeune. Et c'est un roman qui me touche aussi parce que je suis passée par le burn-out, je suis passée par ces phases de la vie du travail qui sont assez compliquées, où finalement, quand on prend le temps de se poser 2 minutes, on se pose la question, mais après quoi je cours ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, pour être plus heureux, ralentir un peu et revenir à ses rêves d'enfant ? Oui, et c'est vrai que tout ça est dans ton roman, mais il y a aussi une dimension écologique dans ton roman, donc, parce qu'il va découvrir... Tout à fait. En fait, ça pour moi, je le dis pas toujours en ouverture parce que c'est ma cerise sur le gâteau. Oui. Effectivement, je voulais pas faire un roman sur l'écologie parce que c'est pas évident de faire rire et d'émouvoir sur le thème de l'écologie. Mais j'aime toujours donner des espèces de tares à mes héros qui sont parfois un peu ridicules. Et je voulais que Bernard se trouve une passion pour le jardinage. Le jardinage, c'est vite trouvé pour moi être un peu trop réducteur, et j'ai voulu me dire, moi maintenant que j'ai le temps, que je n'ai plus un deuxième travail à côté, j'ai le temps de me rendre compte de tout ce qui va de travers avec cette planète. Je lis beaucoup d'articles notamment, je me renseigne, et avant j'avais pas le temps, j'avais un rythme de vie effréné, et je me dis, quelqu'un qui se retrouve à la retraite comme Bernard peut aussi prendre conscience de ça. Et donc j'ai fait en sorte que Bernard soit pas seulement passionné par son jardin, mais que d'un seul coup se dise, mais en fait maintenant que j'ai tout ce temps là, je veux essayer de sauver la planète. Et c'est par l'initiation de son petit-fils qui va être sensibilisé à cette problématique. Par sa maîtresse, parce qu'il doit faire un exposé. Voilà. Et exactement. Voilà. Il a son fils Paul qui a 7 ans, qui doit faire un exposé sur le 7e continent. Et moi, j'ai des souvenirs émus de quand j'étais plus jeune, où je demandais de l'aide pendant les vacances scolaires à mes grands-parents pour mes exposés. Notamment, j'avais eu à faire un exposé sur le désert. Donc lui, c'est sur le 7e continent et c'est absolument pas ce que c'est. Et bien évidemment, la maîtresse refuse qu'on regarde sur Internet pour s'aider. Et donc, quand il va commencer à se renseigner, il va se rendre compte que le 7e continent, c'est le continent de plastique qui stagne dans les océans. Et ça va commencer à le révolter, et il va se porter volontaire pour essayer d'être zéro plastique, pour rendre fier son petit-fils auprès de sa maîtresse. Bonjour Richard Louis, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans cet entretien. Le pitch il est relativement simple. Ce sont des Russes qui veulent arriver en soutien d'un adjoint au maire qui brigue la mairie d'Avignon, approuver justement qu'Avignon peut être indépendant, de manière à pouvoir faire des casinos sur cette île de la Barthelasse qui se trouve entre Avignon et Villeneuve-les-Avignon, qui à l'époque appartenait à la France. Voilà. D'accord, très bien. Et oui, c'est très bien résumé. Mais alors ma question c'est, est-ce que, au-delà de la rumeur en ce moment, parce que c'est une question que je me suis posée en lisant, est-ce qu'il y a eu ou il y a des personnalités politiques qui voudraient exploiter ce truc ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ça, c'est juste... Ça, c'est vraiment dans le... C'est juste la partie romance, voilà. C'est la partie fiction. Mais on se pose la question en lisant. On se demande si c'est une réalité politique d'Avignon. Ouais, peut-être, ça aurait pu... Moi, j'ai suivi l'histoire à 80%. Après, je me suis beaucoup aidé de l'historien qui avait écrit sur Avignon, dont un que j'ai appelé et à qui j'ai voulu faire dire ce qui m'arrangeait par rapport à mon livre, et qui, au bout d'un moment, m'a dit « Mais attendez, moi je suis historien, vous êtes romancier, faites bien ce que vous voulez. »
Oui. Mais voilà. Mais j'aime pas trop quand même chambouler l'histoire. Malgré tout, les 20% que j'ai rajoutés, je me demande si finalement ils ne seraient pas vrais. C'est-à-dire, c'est ce qui concerne la partie actuelle ou la partie historique? Non, la partie de mon enquête, la partie finale de mon enquête, je me dis que finalement, peut-être qu'on ne nous a pas tout dit et qu'il faut y se passer des choses comme ça. Ah voilà. Bonjour Alan Spad. Bonjour Alice. Donc, est-ce que toi, tu peux nous présenter ton roman en quelques phrases, un genre de pitch, tu vois? Oui, donc pour Passager clandestin, qui peut se lire individuellement par rapport à ce passé dont on a parlé, qui commence avec le vagabond, ça peut complètement se lire indépendamment en tant que roman. Donc c'est un personnage qui, à un certain moment, a l'une de ses relations d'enfance qui est retrouvée mort assassinée. Suite, en plus c'est dans un contexte où suite à la première histoire, le vagabond il avait eu des démêlés avec un laboratoire pharmaceutique, et donc il y avait un procès où il devait témoigner, il avait un témoignage important à fournir, et il se rend compte que ce personnage de son enfance qui est retrouvé mort, on essaie de lui faire porter le chapeau par rapport à son assassinat. Et donc il va se retrouver discrédité pour le procès, mais il n'a pas d'autre choix que de fuir et de se cacher sous une fausse identité dans une association qui se trouve en Mayenne, côté d'Andrières-les-Vallées. Et c'est là qu'il va se produire d'autres faits, parce que cette association s'occupe, elle, d'agroalimentaire de défense du consommateur. Association qui fait aussi la promotion de la nourriture bio, mais ils ont aussi un chimiste qui analyse la composition des aliments des grands groupes. Ah oui. J'ai fait une erreur, j'ai mélangé le produit pharmaceutique et l'agroalimentaire pour le Oui, c'est vrai qu'il y a un lien entre les deux, et je montre aussi dans Passager clandestin qu'il peut y avoir une collusion des fois entre chimistes, entre les grands lobbies. Oui. Super, vraiment très bien. Alors, donc d'où elle t'est venue cette idée? Donc à ce moment-là, effectivement, il y avait des affaires liées à l'agroalimentaire. Notamment, on a eu, en fait, le roman est sorti à peu près au même moment que l'affaire Lactalis, le lait contaminé. Donc, il y a eu toute cette histoire qui allait arriver, que je sentais arriver juste avant la sortie du roman, et donc ça m'a donné l'idée de travailler sur l'agroalimentaire. Bonjour Anthony Altman. Bonjour Alice. Mal dit, mais toi tu vas nous faire un petit pitch peut-être. Oui, à l'origine de tout ça, c'est effectivement ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire la répétition d'événements à une même époque, de génération en génération. Les non-dits, les secrets de famille, c'était déjà le même thème dans Drame. C'est un livre transgénérationnel. Donc ça, ce thème-là me parle. Et donc effectivement, au départ, dès la première page, elle est en crise, elle est en crise. Mais c'est une crise qui couve depuis longtemps, sourdement, qui est toujours là en toile de fond. Il y a une culpabilité vis-à-vis de son mari, de sa fille, de ses parents. Il y a quelque chose. Il y a déjà quelque chose. Donc effectivement, elle est mûre pour prendre la décision de partir en Thaïlande. Elle le décide comme ça. Elle fait un jogging. Là, je ne spoil rien. C'est vraiment la première page. Et elle décide comme ça. Elle dit là, je peux plus. C'est fini. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et elle décide de partir en Thaïlande. Okay. Seule, oui, bien sûr. Voilà. Oui, seule, pour faire le point, voilà, pour une sorte de point qu'elle décide de faire.
Voilà.